Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis François Libercé, DE Escalade et ancien psychopraticien. L'escalade est pour moi bien plus qu'un sport. C'est une activité qui a énormément façonné qui je suis aujourd'hui. C'est un espace d'expression, de transformation personnelle, une manière d'aller à la rencontre de moi-même et de me dépasser. Aujourd'hui, je mixe mes compétences de professionnel de l'escalade et de thérapeute pour coacher les grimpeuses et les grimpeurs dans toutes les dimensions de la pratique, mais principalement sur les aspects émotionnels et mentaux. Dans ce podcast, je vous parlerai bien sûr d'escalade, de préparation mentale et de psychologie au service des grimpeurs, mais aussi de bien-être, de développement personnel et de performance. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts de Flow Escalade. Tout d'abord, donc merci à certains pour leurs retours, leurs conseils et leurs critiques. Ça va me permettre de peaufiner un petit peu mon travail, de l'améliorer et de vous proposer un contenu plus intéressant, plus adapté. Alors pour commencer ce deuxième épisode, j'aimerais juste faire un petit point, un petit éclaircissement sur la question de la peur par rapport à certains retours que j'ai eus. Alors quand je parle de se libérer de la peur, je ne parle pas de ne plus rien ressentir. Je ne parle pas de ne plus avoir peur ou de ne plus avoir conscience du danger. De toute façon, cet état est quasi inatteignable, à part sous l'emprise de drogue, par exemple, ou en état de transe. Qui plus est, je ne pense vraiment pas qu'il soit souhaitable d'en arriver là, en tout cas pas dans la pratique de l'escalade et pas dans ce que je recommande en tant que coach. Avoir conscience du danger est une chose importante et on ne peut pas faire disparaître totalement ce phénomène. Donc il faut bien faire la différence par contre entre la peur comme système de survie ajusté qui engendre donc prudence et des comportements adaptés et la peur dérégulée qui engendre souvent des comportements inadaptés, voire des mises en danger ou tout du moins qui va nous bloquer dans certains accomplissements, dans certains aspects de nos vies comme dans la pratique de l'escalade. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas pour rien si plus de personnes aiment l'escalade, car il me semble que c'est une pratique qui nous permet justement d'apprendre à mieux comprendre notre peur, à mieux la maîtriser, à mieux l'apprivoiser. Donc le problème en fait, pour en revenir à la peur en escalade, c'est que c'est quand cette peur s'emballe et que nous n'arrivons plus à la réguler, alors elle va nous faire perdre tous nos moyens et ne nous laissera pas d'autre option que le fameux fly or fight, combat ou fuite, ou le figement. Donc on va voir ça un peu plus loin, plus en détail. Donc ces états sont parfois pertinents si par exemple on est agressé par quelqu'un, on doit courir pour fuir donc un agresseur, ou si on est face à un lion, un tigre, bon ça n'arrive pas souvent. Donc ces réponses peuvent être pertinentes, mais dans le cas donc de la pratique de l'escalade, si par exemple on grimpe en tête sur un site relativement aseptisé et bien équipé, ces états ne seront pas pertinents. Même quand le risque de blessure grave ou de mort est bien réel, ça peut être même en grimpant sur un site équipé, ou quand on commence à faire comme j'en parlais la dernière fois de highball, ou si on fait du trad, quand on grimpe sur coinceur. Donc basculer dans une réaction sympathique dérégulée, donc dans le fly or fight, ou dans le vagal ventral, donc c'est un terme un peu technique que j'expliquerai plus tard, donc c'est les réactions de figement, d'effondrement, toutes ces réactions ne seront jamais adaptées. Donc l'idée c'est que la peur reste comme une sorte de veilleuse, une petite voix discrète mais fiable dans un coin de notre esprit. Alors dans ce cas, nous arrivons à agir en conscience, nous arrivons à grimper correctement, nous arrivons à réguler cette conscience du danger, donc il y a quand même un peu de peur, mais nous arrivons à la contrôler, à la réguler. Donc même lorsque nous sommes en train d'engager au-dessus d'un point ou à 3 mètres au-dessus d'un crash pad, nous gardons un sentiment de confiance, un sentiment de je suis capable, un sentiment de sécurité interne. Et d'ailleurs, il me semble que cette expérience de transcender la peur, ou en tout cas d'arriver à la contrôler, surtout quand nous la vivons dans une situation qui auparavant nous avait terrorisé, nous avait dérégulé. Donc cette expérience de contrôle de la peur me semble être une des expériences humaines les plus nourrissantes, les plus enrichissantes, les plus gratifiantes aussi. Parce que ces expériences donc améliorent notre confiance en nous, elles nous rendent aussi plus fiers,
Mais c'est pas tout en fait. Ces moments-là, ces expériences-là refaçonnent, renforcent notre système nerveux, le rend plus souple, le rend plus adaptatif, le rend plus fort. Donc mon approche dans mes formations, mon approche de coach, s'appuie beaucoup donc sur la compréhension donc des mécanismes sous-jacents de notre système nerveux autonome et j'appuie donc mon approche, mon travail sur la théorie polyvagale, hein, si certains sont intéressés par des références. Donc je vous invite à aller découvrir cette théorie polyvagale. Il y a beaucoup de références sur Internet. Donc cette théorie a été développée par le chercheur et psychiatre Stephen Porges, qui est un spécialiste du traumatisme. Donc pour aller un peu plus loin, là je vous ai mis à l'écran donc un schéma qui illustre le fonctionnement de notre système nerveux. Donc c'est une illustration basée sur la théorie polyvagale. Alors on va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est que vous compreniez que bon voilà, votre système nerveux autonome à chaque instant de votre vie va générer un état particulier. Donc ces états, c'est les quatre états, les quatre rectangles de couleur, donc bleu, jaune, rouge et gris que vous pouvez voir sur le schéma. Ces quatre états donc proposent en fait une réponse, un état particulier, un état physiologique, un état émotionnel, une cognition particulière à chaque fois pour s'adapter à ce que vous vivez, à votre environnement externe. Donc l'état bleu, l'état parasympathique vagal ventral, c'est l'état dans lequel on se sent en sécurité. C'est l'état du repos, de la relaxation, c'est l'état de la régénération. L'état jaune, sympathique régulé, c'est un état donc où on a à faire face à un défi, donc on va être dans l'action. C'est un stress modéré. Pas forcément la perception d'un danger, mais on doit bouger, on doit se mobiliser des ressources internes pour faire face à un défi particulier. Donc c'est le même état, on en parlera plus tard, donc c'est dans cette zone-là, dans cette tranche-là qu'on va retrouver l'état de flow, et aussi donc le concept de fenêtre de tolérance qui sont tous les deux intimement liés. Donc fenêtre de tolérance, c'est ce dont j'ai parlé dans le premier podcast. Et puis nous avons le troisième état en rouge, donc l'état donc sympathique dérégulé. Et donc j'ai noté disparition du frein vagal, donc on en parlera plus tard, mais dans cet état, donc, le frein vagal ventral n'est plus opérant et nous allons être sous l'emprise de réactions automatiques, comme ce que j'ai parlé tout à l'heure, le fly or fight, le fuite ou combat. Nous allons perdre nos capacités donc, de cognition, de créativité, de questionnement. Là, c'est juste, je me bats, j'ai beaucoup d'énergie pour me battre ou pour fuir et j'ai accès qu'à des réactions, des comportements automatiques. Et si cette réponse ne suffit pas, ou si ma perception du danger devient trop importante, si je sens vraiment que je vais mourir, ou que la situation est grave, là je vais basculer, mon système nerveux va me faire basculer dans ce qu'on appelle le parasympathique vagal dorsal. Donc là c'est le figement, c'est l'effondrement, c'est la dissociation. Donc ce qu'il faut bien comprendre, en escalade, les deux derniers états dont j'ai parlé, ne seront évidemment pas bénéfiques, ne seront pas pertinents à vivre. Et quand j'ai parlé de fenêtre de tolérance, donc je parlais du fait de rester dans un état de défi, dans un état d'activation, mais régulé. Alors, un système nerveux bien régulé, c'est pas un système nerveux qui est tout le temps dans un état de sécurité, dans le sens, c'est pas un système nerveux qui est tout le temps dans le parasympathique. C'est un système nerveux qui navigue facilement avec souplesse dans ces différents états, qui génère le bon état adapté à la bonne situation et surtout qui est capable de revenir dans le vagal ventral, dans la sécurité du vagal ventral. D'ailleurs, on appelle ça la résilience, la capacité à faire face à une situation difficile, à activer les bonnes réactions et après à retrouver un sentiment de sécurité facilement, aisément. On appelle ça la résilience. Donc, en escalade, pourquoi ça va être intéressant d'avoir un système nerveux bien régulé ? Et en quoi ce système nerveux, en escalade, votre système nerveux a un impact sur votre performance et sur votre pratique ? Alors la première chose dont je voulais parler, c'est la notion d'influx. Vous savez, on parle souvent en escalade d'avoir l'influx ou de ne pas avoir l'influx. Cet influx est intimement lié justement à votre système nerveux autonome. Vous pouvez avoir les ressources, vous pouvez avoir la force ou la résistance. Si votre système nerveux ne décide pas de s'activer, de mettre en quelque sorte le coup de fouet, donc de basculer dans le sympathique, vous n'aurez pas justement cette sensation d'influx
d'être dans l'activation et d'être capable de générer le bon effort correctement avec la bonne intensité. Et donc l'échauffement d'ailleurs sert à ça. L'échauffement sert à échauffer donc tout le système locomoteur, donc les muscles, les articulations, faire monter en température. On va augmenter les capacités de contraction musculaire, etc. Mais va aussi en fait échauffer, on peut dire d'une certaine façon, le système nerveux autonome en le préparant au défi. D'ailleurs, certains grimpeurs font la différence et cette différence tient à leur capacité à avoir un système nerveux autonome efficient qui est capable de canaliser les ressources au bon moment et surtout en bloc. Le bloc est la discipline, à mon sens, qui va nécessiter encore plus ce phénomène un peu d'influx, de coups de fouet. Après, si on parle de difficulté, d'escalade en difficulté ou en falaise, ce qui va faire la différence aussi chez un grimpeur performant, ça va être sa capacité à mettre le bon rythme dans la voie pour préserver ses ressources et surtout à mettre le bon rythme au bon moment. C'est un point sur lequel souvent les débutants ou les grimpeurs un peu confirmés mais qui ne sont pas encore dans le 7 ou dans le 8 ne pensent pas. C'est-à-dire il y a une marge de progression de performance énorme dans la capacité à savoir mettre du rythme et de l'intensité dans les bonnes sections et savoir grimper relâché, voire calmer le rythme dans d'autres sections. Donc ce système nerveux aussi, c'est lui qui va vous permettre par exemple de bien récupérer sur une grosse prise, sur un bac, sur une position de moindre effort, arriver à une zone de repos, se concentrer sur sa respiration, principalement l'expiration qui va favoriser donc la branche parasympathique du système nerveux, donc qui va nous permettre de nous calmer, de faire baisser la tension, de faire baisser le stress, la pression, et toute cette capacité à ce moment-là à réguler son système nerveux va nous redonner des ressources, va nous permettre de récupérer des ressources physiques, mais aussi des ressources mentales, de capacité à anticiper, à lire la voix, etc. Après, donc là, je parlais de l'impact de notre système nerveux dans la grimpe, quand on grimpe, mais il y a aussi avant la grimpe. Se questionner sur dans quel état je suis avant de grimper. Est-ce que je suis un petit peu mou, en fait? Est-ce que je suis un peu trop dans... Malgré l'échauffement, parfois on n'arrive pas à être mobilisé, donc on va pouvoir utiliser des exercices de respiration issus du yoga, par exemple, pour activer un petit peu la branche sympathique. On va pouvoir utiliser aussi d'autres pratiques de mobilisation physique. On peut aussi se sentir un petit peu trop stressé, un petit peu trop anxieux, un petit peu trop activé. Donc là, évidemment, ce sera intéressant avant de partir de calmer un peu le jeu. Il y a des exercices aussi de respiration, de visualisation qu'on voit lors de mes stages qui permettent de faire baisser un petit peu cette pression. Grosso modo, c'est partir dans la voie en étant dans la bonne fenêtre d'activation, on peut dire. Et d'ailleurs, l'état de flow est une fenêtre bien ajustée entre un certain niveau de défi et un certain niveau de compétence. Mais on peut aussi rapprocher cette idée d'état de flow à notre système nerveux autonome, c'est-à-dire à être dans un état où on est activé dans le sympathique, mais régulé. On est capable de garder un certain contrôle sur toutes ces activations. Dernier petit conseil sur cette question du rythme. Posez-vous la question, est-ce que je suis plutôt un grimpeur précipité qui grimpe un peu trop vite, de manière un petit peu trop brouillonne, on peut dire, ou est-ce que je suis un grimpeur plutôt trop lent? Et souvent, encore une fois, cette question-là est liée à notre système nerveux et nous pouvons nous retrouver être enfermés dans ce qu'on peut appeler un pattern autonomique, c'est-à-dire dans un style de grimpe. Un style de grimpe soit type paresseux, je mets pas assez de rythme, je suis trop lent, j'ai un peu du mal à avancer, je me rends compte que souvent je suis daubé, mais le problème c'est pas mon manque de conti ou de résistance, c'est simplement que je suis trop lent. Ou alors est-ce que je suis un grimpeur trop précipité, avec un manque de précision dans les gestes, dans la pose de pied. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question et de faire des exercices. Il y a plein d'exercices possibles en salle ou en falaise pour casser un petit peu ces habitudes. Il va falloir le faire pendant un petit moment, pendant plusieurs semaines, pour justement sortir de ces ornières un peu, de ces habitudes, on va dire, de rythme et de comportement, pour être plus souple, plus efficace, plus résilient, plus adaptatif. Ce dernier facteur est très très important, à mon sens, dans l'évolution, la progression d'un grimpeur, surtout pour passer du niveau 6 au niveau 7, ou même du 7 au 8.
Je ne peux que vous recommander donc chaudement de vous intéresser au fonctionnement de votre système nerveux en tant que sportive, en tant que sportif, puisque donc vous l'aurez compris, il a un impact déterminant sur votre performance, sur votre progression. Il y a plein de manières de prendre soin de ce système nerveux, un bon sommeil, une bonne alimentation, pratiquer de la relaxation, pratiquer la méditation. Tous ces aspects-là, en fait, auront un impact aussi sur votre pratique. J'espère que ce dernier podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser des questions et à me faire des suggestions. Pour info, le prochain podcast sera sur l'impact des croyances sur la performance. On parlera effet Bannister et effet Pygmalion. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt et bonne grimpe à vous.